Des sang-froid et les imagitateurs du JDR présentent. Un contre un. MJ contre MJ. Une mise en situation parfaite pour un duel. Par moments, ils collaboreront. And you didn't disappoint. You let 5 people die. À d'autres, ils seront sans pitié. My name is Maximus Decimus Meridius. Suivez la nouvelle série de one-shot de Des sang-froid et des imagitateurs du JDR. Duel. Avertissement. Eh, c'est Jimmy, tu me reconnais? Les deux zigotos derrière les imagitateurs se fient à moi pour te donner des avertissements. Ah, je les comprends, hein, car Jimmy ne t'avertit qu'une seule fois. La deuxième fois, tu fais des bulles dans le fond de la flotte, hein, capiche? Donc pour écouter les deux imagitateurs, il te faut être mature. Il y a de la violence et des sujets plutôt sensibles, comme une rotule, des tendons d'Achille, des ongles. Ah, il y a tant de parties du corps que j'aime explorer. Mais il faut comprendre qu'il ne s'agit là que de personnages fictifs, hein? Je te souhaite donc une bonne émission, car j'ai vu ce duel, moi, et ça part en couille à la fin, c'est du pur délire. Si tu aimes ce que font les deux zigotos, envoie-leur du pouce et abonne-toi aussi à la chaîne des sang-froid des imagitateurs pour les encourager à continuer, car sinon, tu sais qu'est-ce que je vais faire avec ton pouce, hein? Je vais te l'enfoncer bien profond dans le... Georges, je te l'ai dit, mon objectif c'est le Grizzly. Va avertir Ezra qu'on décolle. Des os qu'on entend s'éclater alors que la mâchoire se referme totalement. C'est une pression énorme. Je suis le roi de cette forêt, tu m'entends? Je vais avoir ta peau, sale bête! Bonjour, ici Des sang-froid, j'espère que vous allez bien. Les imagitateurs, eux, sont prêts à vous présenter le deuxième duel. L'homme contre la bête. Salut NJ, ça va? Ça va très bien, je sors d'hibernation et donc je suis prêt à tout casser. Hey, au premier duel, là, tu m'as fait un coup de pute avec ton histoire de pape Jean-Paul II. Oui, on peut mettre Jean-Paul II et le mot pute dans la même phrase, c'est permis. Et là, j'ai réfléchi afin de trouver un moyen de te renvoyer l'ascenseur. J'ai mûri mon plan longuement et merde, j'ai rien trouvé pour te faire un sale coup, hein. Ça prouve que je suis un bon Jack, un chic type. Aucune malice ne m'habite, NJ. Attends, moi je t'en ai préparé une autre nouvelle. À la fin, Sérieux? à la fin, j'enlève ma peau d'ours, puis c'est Vladimir Poutine en dessous. Nous interrompons cette émission pour vous souligner que non, il ne s'agit pas de Vladimir Poutine caché sous une peau d'ours grizzly, lui que l'on surnomme souvent l'ours. Si tel avait été le cas, le duel ne serait pas intitulé « L'homme versus la bête », mais « L'homme versus l'imbécilité ». Nous retournons au programme principal. Écoute, on va s'organiser pour que tu trépasses pendant ce one-shot, OK? Cette fois-ci, j'ai choisi l'endroit, le Yukon, un territoire au nord du Canada, là, collé sur l'Alaska. Et toi, t'as eu le loisir de choisir entre incarner l'homme ou l'ours grizzly. Et mon salopard, tu as choisi de jouer le grizzly. Je t'en veux. Hein? Quel pied de jouer un grizzly. C'était mon rêve depuis l'âge de 5 ans. T'as brisé mon rêve d'enfance, NJ. Il y en a qui rêvent d'être pompier, astronaute, toi c'est d'être un grizzly. Ben là, moi, dormir 5 mois par année, là, c'est le kiff, là. Un rappel sur le concept, il s'agit d'un face-à-face entre MJ, donc un tous MJ à deux, une narration partagée où on va construire l'histoire ensemble. Le duel se présente en 3 actes, hein, l'exposition où on va découvrir les héros, l'affrontement, le cœur de l'aventure et puis la résolution. Dans chacun des actes, nous avons 2 jokers chacun. Ils permettent à celui qui l'utilise d'imposer une réalité dans la fiction. Impossible à parer pour l'autre MJ. C'est très puissant. Et hey, cette fois-ci, NJ,
Je t'ai préparé un système de sécurité émotionnelle. Si jamais je vais trop loin, t'as simplement à dire « Eric, j'abandonne, tu es le plus fort ». Ah, ok, ouais, tu peux toujours rêver. Bien sûr, vous comprendrez, les gens, que Angie et moi, nous partageons le jeu de rôle depuis plus de 15 ans. 15 ans que je me farcis Angie à toutes les sessions. Il y a seulement une campagne qu'on n'a pas fait ensemble, Angie, en 15 ans. Je pense que c'est GOT, hein? Game of Thrones? Oui. Oui, Je n'étais pas là. Non, effectivement, j'ai fait jouer... Ben, c'est parce que j'ai fait découvrir le jeu de rôle à des joueurs qui n'en avaient jamais fait. Et puis, j'ai utilisé Game of Thrones comme tremplin parce que c'était tous des fans de la série. Donc, c'était facile à partir de là de les amener à aborder le jeu de rôle en général avec une histoire connexe à la série principale que tout le monde connaît. C'est une très belle façon, ça, de trouver un univers que les gens sont fans. Et il ne me rappelle plus depuis. Je suis surpris. Hein? Je te connais, moi, au niveau émotionnel, t'as pas de cœur. T'as dû les bousiller. On l'a pas mentionné lors du premier duel NJ, mais on a aussi les cartes Muse et Oracle. On s'en est pas servi lors du premier, mais on sait jamais. C'est un bon outil pour nous aider dans ce scénario émergent. Nous verrons. Pour le système, vous le découvrirez au fur et à mesure. Il est très, très simple. Prêt à commencer, NJ? Oui. Et on commence par tirer un D20. Le plus haut décide s'il va commencer la narration ou s'il la cède à l'autre. Ça peut faire une belle différence à être offensif ou la jouer défensif. Donc, je vais sur Miro. Un 11 pour moi. Et c'est un 19. C'est un beau jet de gaspillé. Un beau jet de gaspillé. Non, c'est jamais gaspillé, là. ça me permet de prendre une belle décision en commençant. Oui. NJ, je crois que je vais garder mes bonnes habitudes. Ça m'a bien servi lors du premier duel. Je vais commencer. Je crois que de voir l'homme se braconnier, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que t'en dis? Oui, j'ai pas de difficulté. Je vais te faire bien des misères. C'est parti. C'est parti. Bon, on commence. L'acte 1. L'exposition. Nous allons commencer de manière tout à fait classique pour un drame d'aventure qui se situe dans de grandes étendues sauvages. On a une splendide vue aérienne de cette nature indomptable, jalonnée de montagnes, verdie essentiellement de conifères. Les pieds des montagnes, eux, trempent dans des lacs aux eaux pures que quelques rivières viennent raccorder. Un mois de mai où toute la nature est en éveil, prête à festoyer le printemps qui s'est bien installé. Un coup de feu. On voit une nuée d'oiseaux qui quittent la tranquillité des arbres qui a été troublée pour s'envoler, effrayés. Un second coup de feu, suivi d'un autre. Là, tu fais les bruits de coups de feu avec ta bouche, mais au montage, tu vas rajouter les vrais bruits. Ne sous-estime pas la qualité de mes coups de feu de bouche, OK? Là, c'est une tactique de me casser les ailes. Là. Je la voyais, ma scène. Là. Bon. On va avoir un cut. Et on voit en gros plan 3 bouteilles en verre de Budweiser alignées sur un tronc d'arbre couché à l'horizontale. En arrière-plan, là, image floutée d'un homme en position de tir qui tient une arme de poing. Et là, on entend un superbe bruit de fusil fait à la bouche et on voit une bouteille qui explose. Visage en gros plan du tireur. Il s'agit de moi, Clint Wooden. Un Américain dans la mi-cinquantaine, là, à la posture qui trahit une longue carrière militaire. Les traits profonds de mon visage là, sont taillés au couteau, là, ce qui me prête là, un air sévère. Mes cheveux sont déjà argentés et un regard glaçant, bleu acier, là, vient terminer le portrait. Un homme grand, athlétique, là, tout en air. Je suis vêtu... comme pour un safari, là, la chemise, le pantalon cargo avec les multiples poches. Pour ceux qui n'ont pas la couleur, là, j'ai choisi l'image tout simplement de Clint Eastwood dans la cinquantaine. Un œil fermé pour viser, je m'apprête à faire sauter une autre bouteille. Derrière moi, là, on voit la silhouette d'un énorme chalet en bois rond,
fait de rondins. Et plus loin encore, là, peut-être derrière le chalet, on devine un grand lac. Fixé au chalet, là, c'est peut-être un détail important, là, mais moi, je vois une tour de communication radio. On parle d'environ 3 ou 4 mètres de haut. Je verrais bien à ce moment-là un homme sortir du chalet de façon précipitée. L'homme est un peu vêtu comme moi, là, mais pas avec ma prestance, là, bien entendu. Il s'agit de Georges, mon ami d'enfance. Il est un peu dodu et empoté, et Georges semble accablé. Mais avant que tu lui donnes parole, NJ, on revient sur mon visage, concentré sur mon prochain tir. Je sais, Georges. J'ai capté l'information il y a 1 heure. Ces enfoirés ont tiré sur le pape. Les putains d'Européens. Ça se donne du lord, des titres de chevalier. Mais ce ne sont que des barbares co-sanguins. Salutations à nos amis de la France, de la Suisse et de la Belgique. On va vous agacer un peu. Vivement le jour où notre beau pays, les États-Unis d'Amérique, prendront le contrôle de toute cette satanée planète. Voyez un peu le genre de personnage que j'incarne. C'est qui la bête, Tu commences à shaker. Et là, t'auras deviné qu'on est en 1981, NJ. Oh. Oui, tu viens de faire un beau lien avec notre premier duel. J'ai bien vu ça. Après le MCU et le DC Universe, on va créer le Duel Universe. Je te laisse mon beau PNJ, mon meilleur ami, Georges. Alors que t'es toujours concentré sur ton tir, t'entends le pas pressant de Georges qui s'approche de toi et tu sens sa présence au-dessus de ton épaule. Il est en train de t'observer et de regarder là, comment tu tires. Non mais Clint, t'imagines s'ils avaient réussi à assassiner le pape? Laissons le reste de la planète se démerder avec leurs problèmes. T'étais pas en train de roupiller, toi? Merde Clint, ça fait des jours qu'on est ici. Quand est-ce qu'on va se décider à bouger? Moi je m'encroute dans ce chalet, j'en ai plein le cul. Écoute, on a déjà 2 caribous, on a un muflon. C'est quoi? C'est une espèce de mouton sauvage. On fait un dernier tour. Et depuis quand t'es accro à la chasse comme ça? Je pensais que tu venais seulement pour passer du bon temps avec moi. Et là, c'est à ce moment-là que je me retourne et je dépense, Georges, d'une bonne tête, là, et je te toise. Écoute, Clint, c'est vrai que c'est pour passer du temps avec toi que je suis ici, mais la chasse, c'est chiant, c'est juste... Mais s'encrouter dans le chalet, c'est encore pire. T'as vu les romans qu'il y a sur l'étagère? Les derniers Reader Digest? Moi, j'en ai plein le cul. Il faut qu'on bouge, faut qu'il se passe quelque chose. Et quitte à aller tous les deux dans la forêt... s'enfourrer derrière la cravate et à attendre Dieu sait quoi qui se pointe devant nous pour qu'on le fusille, mais... faut qu'on bouge, Clint. Écoute, ça fait 2 jours qu'il pleut des cordes, et lorsqu'il pleut, le gibier ne se promène pas, il reste à couvert sous la végétation. Bon, depuis un matin, on a une accalmie. Je vais avertir Ezra qu'on va faire décoller l'avion. Ça te va? Et là, j'y mets une main sur l'épaule, là. Rassurante, mais aussi... J'essaie d'imposer un peu ma vision des choses, là. C'est pas mal moi là, qui commande. Je suis un ancien militaire, un ancien capitaine. J'ai fait le Vietnam. Va avertir Ezra qu'on décolle. Un dernier tour de piste. Ok, mais l'année prochaine, là, on se fait à Hawaï, parce que moi, ça pue, c'est l'enfer ici, là. Georges. Le Canada, là. Georges. Ouais. Je te l'ai dit, je chie pas sur le Canada. On chie juste sur l'Europe aujourd'hui. On est des Américains, c'est normal que je chie sur le Canada. Putain. Georges, je te l'ai dit, mon objectif c'est le Grizzly. Je croyais qu'on l'aurait en Alaska, puis ici, mais bon, il nous reste quand même 2 jours. Écoute, après ces 2 jours, je te promets, notre prochaine destination, on se dirigera un petit peu plus vers le sud, vers le soleil, et peut-être que... on aura moins de moustiques qu'ici, bordel. Donc, je laisse aller Georges s'empresser d'avertir notre très jeune pilote. Oui, Georges qui va s'éloigner en pestant contre les forêts du Yukon. Et là, moi, je vais m'en griller une, parce que là, on se fait littéralement bouffer par les moustiques, là, en espérant que la fumée les éloigne. Et dis-moi, Eric, pourquoi Clint
tient à abattre un grizzly? Parce que j'ai pas mal tous les trophées. Je te dirais, j'ai abattu un lion en Afrique. Je me suis promené un peu partout sur la planète. J'ai chassé le crocodile et le kangourou en Australie. Il y a pas mal juste le tigre que je me suis pas fait parce qu'il y a plus de tigres aux États-Unis maintenant qu'il peut en avoir en Asie. Mais le grizzly, pour moi, ça reste le trophée de chasse qu'il me manque. Et il y a 3 ans, j'ai fait un voyage en Alaska et j'ai vu zéro grizzly. Et là, ça fait quoi? 1 semaine qu'on est ici, au Yukon, un autre endroit où le grizzly foisonne et on n'a rien vu encore. Bon, faut dire que les 2 dernières journées, on les a passées dans le campement parce qu'il pleuvait des cordes. Mais là, c'est notre dernière chance. Hein? On part dans 48 heures, donc ce dernier tour de piste, c'est pas mal le dernier pour que je réalise un rêve. Si Clint survit, on va peut-être le revoir dans un duel Jurassic Park. Ça fait penser aux chasseurs là, qui voulaient se taper du Vélociraptor. Je pensais que tu allais me dire si je survis, on va voir Clint faire l'amour sur une peau d'ours. Si je perds le duel, hey, ça serait chiant, hein, tu sais, le gars. Je fais l'amour sur ton cadavre. C'est assez macabre. C'est dégueulasse. Je pensais pas que dans l'exposition, ça allait se rendre là. Écoute, moi je propose qu'on ait une ellipse. On nous voit habillés, équipés, moi et Georges, et on marche sur ce quai qui se termine par un hydravion, sans doute un Cessna. Et on voit là Ezra là, qui se prépare. Et... NG, dis-moi, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on se croise? C'est l'avion qui se crache? Écoute, je suis en train de penser, j'ai le goût d'utiliser un Joker, parce que là, comme t'as mis Ezra, il me vient l'idée qu'il serait peut-être intoxiqué. OK. Donc, Georges et moi, on se dirige tout au bout du quai, hein, vers cet hydravion. On voit sans doute le jeune pilote, mi-vingtaine, s'affairer peut-être à défaire le cordage qui retient l'appareil. Ezra, dis-moi, garçon, est-ce qu'on est prêt à décoller? Et pour les gens qui nous écoutent seulement, j'ai pris l'image de Ezra Miller qui interprète Flash avec tous ses déboires qu'il y a ce temps-ci. Ça se peut qu'il y ait de la difficulté à retrouver un emploi, donc j'ai pensé à lui et pour lui donner une chance, on l'a casté dans ce duel. Écoute, le pilote est gelé comme une balle en ce moment. Il a les 2 yeux perdus en avant de lui, mais... tu sais, vu de l'extérieur, on dirait juste un jeune adulte, là, un petit peu blasé, perdu dans ses idées, mais en fait, il saura pas à moitié ce qu'il fait lorsqu'il va être au commandes. Moi, je pense que, comme moi, il a mal dormi à cause des moustiques, là. Puis, écoute, on est en 81, je suis un vieux schnock de la mi-cinquantaine. Moi, la drogue, je sais qu'est-ce que ça sent, mais j'ai jamais goûté à ça. C'est vive la Budweiser et le rhum. Donc, non, je n'y vois que du feu. Dis-moi, MJ, là, le pilote, Ezra, là, il est camé solide, là? Ouais, tout à fait. Il y a rien à faire, là, dans ce coin-là. Fait que là, t'es... Moi, en attendant des clients, tout ce qu'il y a à faire, c'est se geler à la fraise, boire, puis essayer de se pogner les filles du coin. Bon. On prépare, on met le matériel, je mets mon barda, j'ai un genre de petit sac de survie aussi. À ma ceinture, j'ai mon Colt, un Colt 1911 avec laquelle on m'a vu tirer. Et on se prépare, on embarque le matériel et on s'entasse. Je suis un grand gaillard, hein, donc dans le Cessna, on voit que je suis un peu à l'étroit. Georges, ben c'est le contraire. Qu'est-ce qu'il n'y a pas en hauteur, il l'a en largeur. Donc lui aussi, on est les deux assez inconfortables. Mais le pilote, lui, il a de l'air très, très bien. Ezra est assis à sa place quand les portes se referment, puis là, il fixe le tableau de bord, puis là, tout d'un coup, il se rend compte, tabarnak, il y a donc ben des pitons après ça.
Écoute, moi, sans doute que Clint s'en aperçoit pas. Je me suis retourné pour donner des consignes à George. J'ai toujours un peu dissipé. Donc, je lui rappelle, c'est quasiment moi, là, comme un père, là, j'y boucle la ceinture et tout ça. Et je reviens en position, bien assis à côté du pilote. J'ai rien vu de son moment de confusion. Et donc, on voit les hélices qui grondent, qui se mettent à tourner à toute vitesse, et cet avion qui accélère, prend de la vitesse avant de gagner en altitude. Et je crois qu'on pourrait terminer la scène d'exposition de Clint Wooden là. Allons-y pour la bête! La bête, la bête! Tuons la bête! Transportons-nous à des centaines de kilomètres de là, en pleine forêt. On voit des loups qui sont en train de courir, une meute. Ils sont 5-6. Ils courent à paire d'haleine en prenant une formation propre à eux. Une formation dont ils ont l'habitude instinctivement. Ils se rapprochent petit à petit d'une proie. Et finalement, on les voit sauter en l'air et s'acharner sur un chevreuil qu'ils viennent d'abattre. Le chevreuil se débat quelque peu, mais rapidement, les loups mettent fin à ses souffrances et ils se rapprochent, la meute se rapproche du mâle alpha qui a pris les premières bouchées. Quand tout d'un coup, les loups se dressent. Certains d'entre eux ont déjà la gueule pleine de sang, mais il semble que quelque chose s'approche. Alors, on entend au loin le rugissement d'un ours. Certains des loups baissent les oreilles de peur et reculent légèrement du cadavre encore chaud, alors qu'on voit arriver une énorme masse brune qui se dandine et avance vers eux, sans peur, et même avec du défi dans le regard. L'ours s'approche de la carcasse alors que les loups se mettent à grogner, prêts à défendre leurs biens. Oui. Et à ce moment-là, l'ours se dresse sur ses deux pattes arrière, monte toute sa masse. Et là, on parle d'un grizzly hein, qui est dans le top là, au niveau des normes de grosseur. Là. Il doit faire pas loin de 1500 livres. Il est énorme là, sur ses pattes arrière. Il rugit. On voit ses crocs immenses, ses griffes qui font facilement 7 pouces de long. Là, tu veux faire saliver Clint, là? C'est mon trophée, ça, là. Attends, oui. Il faudra que tu le tues encore, c'est pas fait. Non, c'est vraiment pas fait. Commence par te crasher avec ton coquet. Et donc, les loups qui grognent, malgré là, qu'ils sont sur la défensive, ils prennent des coudes, c'est plus fort qu'eux, hein, c'est naturel. Ils se mettent à reculer devant la démonstration de force de l'ours. Oui, parce que c'était un duel de démonstration, ta position debout et ces loups qui ont dénudé leur croc, en voyant un signal qu'ils ne laisseraient pas cette carcasse ainsi. Ils tentent peut-être un peu de la défendre, ou as-tu réussi à les effaroucher, à leur faire peur? Oui, mais dans ce cas-là, étant donné que c'est une meute de 5-6 individus qui sont habitués de chasser ensemble, qu'ils ont faim, qui ont peut-être pas l'intention d'abandonner la carcasse, mais que l'ours est extrêmement imposant et vraiment agressif, j'irais peut-être avec une égalité, un simple devin. Je te laisse t'amuser, c'est toi qui viens les importuner. Gâcher leur bon repas. Oui. Et là, ça, c'est un jet, NJ, rappelle-moi, c'est la confrontation mentale. Ça veut pas dire que le combat sera pas engagé. Effectivement. Donc, NJ, c'est un 11, une réussite partielle. Donc, je rappelle, on lance un D20 et si tu as 9 moins, c'est un échec, la fiction frappe. Un 10-14, c'est une réussite partielle. Et sur un 15+, c'est une réussite totale. Mais tu as le choix, soit de choisir cette demi-réussite ou de payer un prix
et d'avoir la totale pour cette confrontation-là de testostérone. Que choisis-tu? J'aimerais ça qu'une partie de la meute soit tellement hésitante qu'ils osent pas venir affronter la masse colossale de l'ours qui est en face d'eux. Par contre, le loup alpha, lui, a cette responsabilité-là de devoir nourrir les siens. Et lui, il va faire les premiers pas dans ma direction. Très bien. Donc, c'est une demi-réussite. Tu as fait en sorte que la plupart des loups sont tétanisés devant toi. Mais ce mâle, plus imposant que les autres, montre les crocs de plus belle et avance déterminé. Et alors qu'il avançait très lentement au début, te jaugeant, marchant un peu de côté comme pour te contourner, soudain, rapide comme l'éclair, il attaque, tentant de mordre tes pattes postérieures. Donc ce loup en bagarre a 8 de niveau d'action. Toi, en bagarre, tu as 10. On rajoute donc le différentiel sur ton jet. 1 des 20 plus 2. Oh, et c'est pas là qu'on va voir toute la supériorité du grizzly dans le règne animal. Je viens d'avoir un 5 au total, donc la fiction frappe. T'es en train de me dire qu'on verra pas ton poil lustré briller? Ce n'est pas là que tu vas briller, mon gentil petit ours. Non. Alors que tu étais tout concentré sans doute sur cette meute, hein, ce loup a contourné, puis tranquillement, puis accéléré, et il arrive à t'agripper. Hein. Les crocs le traversent le poil et viennent chercher et toucher la chair et pénétrer à l'intérieur. Et là, aussitôt, le loup secoue la tête, là, aidé de tout son corps, les 4 pattes bien ancrées au sol. Mais tu es un grizzly. Oui, à la peau épaisse, Oui. à la fourrure tout autant, et le loup avec ses crocs atteint difficilement, atteint pas mes os, mais par contre ses crocs sont bien entrés dans mes muscles. Le grizzly hurle de plus belle dans cette forêt. Je goûte le goût ferreux de ton sang qui commence à couler dans ma bouche et je secoue de plus belle. Mais il est conscient, ce loup est conscient qu'un seul coup de patte pourrait mettre un terme à son existence. Pour l'instant, c'est des dégâts cosmétiques, mais si je continue à tirailler cette chair, ces muscles, ces tendons, je pourrais faire du dommage. Donc, je crois que la balle est dans ton camp, Grizzly. Oui, et donc le grizzly n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Maintenant que le loup est bien agrippé à lui, il est à portée et donc moins rapide. L'ours a l'intention d'en profiter pour mettre un terme à l'existence de son adversaire. Et attention, Grizzly, voyant leur mâle alpha ainsi te tenir, les autres loups prennent de l'assurance et se rapprochent. Si tu te rates, ça pourrait mal tourner pour toi. Donc, c'est... Un 13? Un 13, On oui. y va pour la réussite partielle. La réussite partielle, excellent. Écoute, Est-ce que tu y vas pour la totale en payant un prix? Ou tu restes avec cette demi-réussite, NJ? je vais y aller pour la totale pour me débarrasser du loup alpha en payant un prix. Le grizzly descend sa gueule rapidement, malgré sa masse incroyable, vers le loup qui tient toujours, et sa gueule va venir entourer complètement le crâne du loup, et le bruit des os qu'on entend s'éclater alors que la mâchoire se referme totalement sur le crâne. C'est une pression énorme. Par contre, un des os de ce crâne-là, qui s'éclate en plein dans la gueule du grizzly, vient fissurer une de ses dents. Et la douleur est atroce. Ça atteint les nerfs de la dent. Le grizzly hurle de douleur, mais pour n'importe quel autre animal, ça reste un hurlement. Et à ce moment-là, je verrais bien peut-être les autres loups. Ah oui, les oreilles baissées, hein? Terrorisés, ouais. Leur mâle alpha qui vient de se faire détruire de la sorte.
dans un bruit, dans un craquement sinistre. Il y a quelques secondes à peine, on voyait cet énorme loup t'agripper, hein, tout raidi par l'exploit d'emprisonner ta patte arrière. Et là, tout d'un coup, on le voit mollasse, un corps sans vie, une tête broyée, et les loups, les oreilles vers l'arrière. Et après avoir aussi entendu ce cri, hein, ce cri de douleur que le grizzly a poussé, tu les vois s'éloigner, non sans un dernier regard vers la carcasse du chevreuil, mais bien résigné à ne pas en découdre avec toi. Il te laisse et tu te retrouves seul devant 2 cadavres. Ce grizzly-là va s'approcher déjà du cadavre du loup, va tenter de le mordre et la douleur est trop terrible. Il va gémir et finalement se diriger vers la seconde carcasse, celle de la proie des loups, ce chevreuil-là, et va tenter encore là de manger, mais même résultat. Malgré la victoire du grizzly sur les loups, au final, il se ramasse à être incapable de manger, quelle que soit la viande actuellement. C'est trop dur pour lui. C'est trop douloureux. Moi, je la sens mal. Et je verrais bien à ce moment-là peut-être un bruit dans les airs et un avion qui est en train de perdre l'altitude, qui survolerait cette scène. L'ours désemparé qui se tourne vers les cieux, tentant de voir qu'est-ce qui se passe, et cet avion-là, avec notre Ezra préféré au volant, qui s'approche dangereusement du sol. Allons-y pour l'acte 2, si tu veux bien. Bien vu le coup de la dent pour justifier que je vais t'avoir au cul, là. Ouais, puis j'espère que je vais avoir quand même des meilleurs jets de dés. Ouais, t'en as raté un. Des réussites partielles. Moi, je veux de la totale. C'est ça se prend déjà pour un grizzly. Ah oui. Acte 2. On tire un dé. Ouais, pour savoir qui... Qui prend la main, qui gagne. Et c'est un 19. C'est un 3. je suis abonné au 19 et toi, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Bon, je pense qu'on va y aller en alternant. Je vais commencer par prendre la narration. Oui, montre-nous dans quelle merde tu te retrouves. Ah oui. L'acte 2. La confrontation. On voit d'abord la cime des arbres, de ces conifères. Puis, on descend. On suit la fumée blanche. Et on voit la carcasse de l'hydravion. Je suis là à ramper alors que mes jambes sont encore à l'intérieur de l'appareil. Je me traîne pour sortir. Une fois réussi, je roule sur le dos. Je me relève sur mes coudes et je regarde l'affreux spectacle. Ezra n'est plus. Il s'est pris le pare-brise dans la gueule et le manche à balai qui lui traverse la poitrine. Mais le plus terrible, c'est George, mon ami d'enfant. T'as tué George. Écoute, c'est un duel, donc oui, je pourrais toujours garder Ezra et George avec moi et me constituer une armée, mais non, je crois qu'on va se débarrasser du bois mort et des pois morts. Et on voit mon George, mon ami d'enfance, et à la seule vue de l'angle de sa tête, aucun doute possible, George est mort. Le temps de prendre ma respiration, je reviens vers la carcasse. Un dernier coup d'œil pour George et mon regard capte mon reflet dans une partie de la vitre qui n'a pas été éclatée lors du crash. Et ce n'est pas tout à fait mon reflet qu'on voit. Il n'est pas fidèle à l'homme que je suis aujourd'hui. Dans le verre intact, je suis plus jeune, peut-être d'une 15aine d'années. Je porte un casque de combat de ceux qui équipaient les soldats pendant la guerre du Vietnam. Et sur mes épaules, le grade de capitaine. Le reflet bouge alors que moi, je suis immobile. Tu as encore le sang d'innocent sur tes mains, mon capitaine. Ouais, un dernier tour de vol pour ton trophée. C'est à cause de toi. Et là, je hurle. Non! Et là, bang! Je frappe le verre. Bang encore! Et à chaque coup de poing, je laisse une empreinte de sang de mes jointures. Est-ce que Clint est schizophrène? Bah, ça t'arrive pas, toi, de te parler à ton reflet dans une glace? Voyons, ça arrive à tout le monde, ça. Non, séquelles du Vietnam, bien sûr.
beaucoup d'horreur, beaucoup de sang, beaucoup de mauvaises décisions de la part de notre capitaine dans sa carrière de militaire et par certains moments, mon ancien moi vient me hanter et on voit mes jointures ensanglantées et je peine à retrouver mon souffle. Oui, je suis intact, mais je suis encore sous le choc, la secousse de ce crash. Écoute, oui, ben là, j'ai envie je vais t'interrompre dans ta belle description pour utiliser un joker. Je veux que Clint commence à avoir... qu'il sente le roussi, et ça va être le cas de le dire, parce qu'il y a le feu qui commence à prendre à bord, l'essence qui s'enflamme de l'hydravion petit à petit, une fumée noire se répand dans l'habitacle. Un coup d'œil rapide de Clint va lui faire remarquer que la radio est complètement brisée, qu'il n'y a rien à faire de ce côté-là, et Clint est bien conscient que il n'y a pas de secours d'appeler, il n'y en aura pas non plus, que ça va prendre du temps avant qu'on se rende compte qu'ils sont plus là, sans savoir même où est-ce que vous étiez ou où vous alliez. Écoute, là, c'est un joker que t'as, là, c'est pas un paquet de cartes au complet. Non, mais j'arrête là, je fous le feu à l'hydravion, puis la radio est bousillée. Ok, là, il y a pas mal de choses qui vont brûler là. Ouais. Est-ce que tu me permets un jet de rapidité pour essayer de récupérer un item qui pourrait être important? Ça serait beau de voir ça de la part de Clint. Ok, on va faire un deal, toi puis moi. Si je fais un 20 naturel, c'est un critique. Je vais aller chercher 3 items. Si je fais une totale, 2 items. Et si je fais un mitigé, ça veut dire un 10-14, je vais chercher un item. Si je fais 9 moins, c'est la fiction qui frappe. Je ne réussis pas à récupérer du matériel. Et si je fais un 1, mais écoute, pour le plaisir de me voir, je me mets en position fétale, je me suce le pouce et je me mets à chialer, ok? Il faut que je récupère de quoi? Sérieux, là, ça n'a pas de bon sens, là. On y va. L'adversité. Comment tu me donnerais en adversité pour ce feu qui est en train de... Il y a du carburant, il y avait sans doute des bidons d'essence. Je vais être chien parce que je vais y aller avec un 8 de NA parce que tu t'es perdu dans cette glace-là à te parler alors que les précieuses secondes s'égrènent et donc tu es dans le caca. 8 de NA de difficulté. Je veux que tu le répètes à tout le monde. Je vais être chien. Je veux que tout le monde le sache à quel point t'es une charogne. C'est comme, ça a aucun bon sens. Hey, j'ai 8 en rapidité. Je suis pas un manchot, là. Mais écoute, l'ennemi, c'est les flammes et effectivement, il y avait sans doute des bidons d'essence, des jerrycans d'essence dans l'avion et tout ça. Il y a le réservoir. Ça sera pas facile. Il y a sans doute des bouteilles de rhum, hein. Je suis un amateur. Donc, on y va avec un simple D20. Pas de bonus, pas de malus, et je souhaite avoir un 20 naturel. Un 14! Bon, il en manquait peu, mais c'est une partielle. J'ai le droit à un truc. Bon, on se l'était dit il y a 3 jours quand on a parlé de ce duel-là, NG, il était pas question qu'il y ait un arme de gros calibre. Parce que on veut un duel entre l'homme et la bête et non la technologie contre la bête. Mm-hmm. Mais il y a quand même un arme de poing avec 3 balles, un Colt 1911, un 45 ACP. Mais je crois que le réflexe d'un survivant, c'est d'aller chercher une trousse. C'est d'aller vers la boîte de condom. La boîte de condom. C'est la bouteille de rhum. Donc, non, je vais aller chercher un sac de survie. À l'intérieur, essentiellement, j'ai quelques vivres. J'ai une carte et une boussole et un espèce de couteau de Rambo. Donc, j'agrippe ce sac alors que lorsque j'ai vu les flammes, je me suis précipité à l'intérieur. Et là, je me bats avec les sièges qui ont été arrachés. Et là, je dois aussi me faire violence parce que je dois tasser mon meilleur ami Georges, tasser son cadavre. Oui, quand tu le touches, sa tête retombe et son regard est posé directement sur le tien. Et j'entends encore la voix de mon jeune moi capitaine.
Regarde ce que tu as fait. Ce pauvre George qui était venu juste pour pouvoir passer des vacances avec toi. Oui, lui qui m'a suivi partout dans tous mes safaris, mais c'est pas vraiment un amateur de chasse. Il le fait pour être en ma compagnie, sachant que c'est mon plaisir à moi. Et là, on me voit fermer les yeux. Pas de larmes. Clint, c'est un vrai Américain. Mais je ferme les yeux et vite, la chaleur me rappelle à la situation. J'agrippe ce sac en tissu épais, cette trousse de survie, et là, je vois le Colt 1911. Et je m'apprête à étendre mon bras, et là, on voit comme une boule de feu, hein? Peut-être une bouteille de rhum qui éclate, et je dois reculer. Malgré moi, je dois fuir la carcasse de l'appareil. Oui, le feu se fait plus violent, ravivé par du combustible sur lequel il est tombé. T'es obligé de t'éloigner suffisamment parce que la chaleur est intense. Mais en même temps, Clint est conscient que cette chaleur-là, bientôt, il va la regretter quand la nuit va tomber. Oh que oui. Alors que je suis debout, tenant ce sac d'une main, le visage maintenant recouvert de suie, les mains qui perlent de sang à avoir frappé le pare-brise, je regarde l'avion, un dernier éloge funéraire à ce jeune pilote de 25 ans et mon meilleur ami George. Mais je sais que je vais devoir bouger. Je ne peux rester ici. En 1981, je suis pas certain pour les boîtes noires et les balises. Je crois que c'était le bon vieux sillonnage de l'endroit. Non, et plus j'y pense, NJ, on était au mois de mai. La saison de la chasse est terminée. Je suis un putain de braconnier. Alors les autorités ignorent que je suis ici. Donc je sais que j'en ai peut-être pour 2-3 semaines avant qu'on fasse le lien, avant que ma femme et la femme de George interpellent les autorités. Je suis dans la merde. Et donc je crois qu'on pourrait faire une ellipse. Oui, et là, je vais prendre la main pour mon merveilleux grizzly à la dent fêlée. On le voit sortir de la forêt, s'avancer sur un territoire dégagé. Le soleil est bien bas, l'ours avance et bientôt on le voit approcher de cette carcasse. Cette carcasse-là qui a fini de brûler maintenant. Encore fumante, cependant. Ouais, il y a des cendres, il y a toutes sortes d'odeurs mélangées. L'ours se rapproche. Et un ours, hein, ça a un odorat extrêmement développé. On le voit qui sent l'intérieur de l'avion, mais qui va rapidement s'en éloigner. Puis sentir par terre, relever la tête et s'engager d'une façon déterminée sur la piste de Clint qu'il a senti. Cet ours-là à la dent fêlée qui peut plus manger de la viande à laquelle il était habitué. Cette nouvelle odeur-là lui donne presque de l'espoir. Peut-être que cette fois-ci, cette viande-là sera suffisamment tendre pour lui. Et on le voit continuer son chemin. Et tu me dis que ton sens de l'odorat est infaillible. Est-ce que tu le sens que tu vas en manger une? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu sens l'odeur de la mort? C'est Clint que tu parles, hein? Putain d'héros du Vietnam! Un Clint désarmé, cependant. J'ai mon couteau! Mon couteau. Écoute, on va la jouer tout en ellipse pour faire Oui. cet affrontement, je crois. C'est un ciel étoilé que l'on voit après plusieurs jours de pluie. Puis un homme, dos à un arbre. Clint est un chasseur. J'ai pris soin de mettre les vivres accrochés à une haute branche d'un arbre un peu plus loin. J'ai mon couteau dans la main et je suis en train de prendre peut-être qu'est-ce qui est des dernières batteries pour étudier la carte. Je suis en pleine brousse, hein, mais j'ai repéré une mine, une vieille mine. Et qui dit vieille mine, pour extraire de l'argent, ben ça prend des routes. Donc même si c'est une mine qui est abandonnée, j'ai un espoir. Ne serait-ce que de sentir mes pieds sur le bitume d'une route, d'avoir déjà une structure à laquelle me raccrocher,
Ça va être mon objectif. J'éteins la lampe et pris par la fatigue, je crois que Clint va doucement voir sa tête penchée sur le côté et ce sont des mauvais rêves qui vont venir m'agripper et m'entraîner dans cette nuit. Et Clint s'endort comme ça dans cette noirceur obscure qu'est la nuit. Est-ce que j'ai allumé un feu? Bien sûr. Tu m'aides, et ça, c'est louche. tu me tends la main pour me donner... Je suis pas si chien que ça, dans le fond. Là. Ah, écoute. Je crois que j'ai quelques allumettes et je suis un ancien des commandos. Donc, je crois qu'on pourrait faire un jet, à savoir, parce qu'il y a quand même plu pendant 2 jours qu'on avait dit. Oui. Donc, ça sera pas évident de trouver... Tout est humide. Oui, du combustible, mais il y a matière, peut-être, parce qu'on a beaucoup de conifères. Peut-être qu'il y a des armoires qui sont à l'abri. Donc, je propose un jet de connaissances, aidé par ma spécialité de commando. Qu'en dis-tu, NG? Oui, et ça devrait pas être tellement difficile quand même, allumer un feu pour un commando. Oui, on va quand même... calculer la difficulté à cause de l'humidité, mais disons D20 plus... Plus 2? On y va pour ça? Et là, je me souhaite d'avoir un peu de chaleur. Donc, on y croit, hein? Le Vietnam, c'était humide. J'ai développé une spécialité. Et c'est un 11. Bon, écoute, c'est pas mauvais, c'est une réussite partielle. Et écoute, je veux la totale, là, je veux un feu, je veux me réchauffer. Sérieux, à cette heure que tu m'as mis l'idée en tête, je peux pas passer une nuit. On est au mois de mai, on est au Yukon. Les sommets sont encore enneigés. Et lors de mon trajet en fin de journée, on voit encore de la neige ici et là par endroits. Donc, oui, je vais payer un prix. Disons que je vais l'allumer, mais comme c'est du bois, pour l'alimenter, ça va être du bois assez humide. Sans doute qu'il durera pas toute la nuit. Hein. Ouais. Clint doit être mort de fatigue en plus, donc quand il va s'endormir, probablement qu'il l'alimentera pas suffisamment. Ça va être à mon terminé, réveil, là, on va parler de cendre. Peut-être que je vais être capable de le réanimer, là, mais après 3 heures, 2-3 heures, ça va être terminé. Et c'est le temps qu'il va falloir, justement, ce beau 3 heures-là, au Grizzly, pour approcher de ton campement. Cette masse-là, dans la nuit noire, où tout ce qu'on entend, c'est une respiration régulière, celle de Clint en train de dormir, l'ours s'approche, lentement, curieux, beaucoup d'odeurs auxquelles il n'est pas habitué encore, une odeur qui ressemble à celle d'hydravion, cette fois, mais qui est due à ton feu éteint. Et là, le Grizzly sent clairement la piste et toi, mais avant ça... il va y avoir cette odeur-là à une branche d'arbre, hein? C'est bien là que t'as laissé tes vivres, mon coquin? Je ne réponds pas à tes questions. Est-ce que je suis obligé de répondre? Fouille! Et je pense que je vais commencer par tes rations. Je vais commencer par tes rations. Par contre, il y a des chances que je te réveille faisant ça. Oui, il y a peut-être des chances que tu casses une branche, Oui. étant donné que t'es pas un petit gabarit. Ouais. Ça va me donner une chance de me faire dévorer vivant. On irait donc avec ma discrétion contre ta perception. À savoir si tu te réveilles ou si je fais ça suffisamment sans bruit. Écoute, et je vais être bon joueur. C'est toi qui m'as rappelé que c'est important un feu. Je te laisse dévorer mes vives, OK? Oui. Et si tu te rates avec ton jet de discrétion, ça va être après avoir englouti tout ce qu'il y avait à manger dans mon sac. Je suis bon joueur. Oui. Tu veux, c'est plus fort que moi, je suis un amant de la nature. Et moi, prendre soin des animaux, là, c'est le joueur derrière Clint, hein, parce que tu sais, Clint, tout ce qu'il veut, c'est faire l'amour sur ta peau. Oui, c'est ça. Ben oui. Pour ça, j'étais surpris que tu ramasses pas la boîte de condom en sortant de l'avion. J'ai un 7. Et toi, tu as combien? 7 également. Et tu es l'instigateur de tout ça, donc je te laisse tirer. Décidément. On est dans le rayon de la réussite partielle. Ouais. Un beau 13. Un 13. Ouais. Que choisis-tu? Sinon, en demi-réussite, que ça pourrait être que tu te réveilles, mais une fois. Ben, ton but, c'était d'être discret, juste peut-être jusqu'à l'attaque. Ouais. Donc, je vais me réveiller, mais vraiment in extremis. Ouais, c'est ça. C'est très bien, parfait. Tu vas ouvrir les yeux au moment où je vais être au-dessus de toi. Ouais.
Donc, je vais prendre la demi-réussite. Mon but ici, c'est d'être capable de manger tes rations sans que tu t'en rendes compte, sans que tu te réveilles. Ce que je vais réussir à moitié, parce que, dans le fond, je vais manger tes rations. L'ours va s'empiffrer des seules rations que t'as, parce que ça se trouve être beaucoup plus mou que la chair qu'il tentait de dévorer auparavant. Ça y fait un fond. Mais un ours de cette taille-là a besoin de tellement de protéines par jour que c'est loin d'être suffisant. Et là, je vais être attiré par ton odeur. Ce beau morceau de choix et à pas feutrer, j'approche de toi pendant que tu dors, et au moment où je m'apprête à faire le moindre geste à ton encontre, comme mu par un instinct ou en sentant la présence, tu ouvres les yeux. Et là, tu me vois. Je suis juste au-dessus de toi. Vive la demi-réussite. Bon, ça me laisse quelques secondes pour réagir, alors que je m'étais assoupi au son des tirs... des coups de feu, hein. Je suis dans la jungle vietnamienne, trempé de sueur, prisonnier de mes cauchemars. Et là, en ouvrant les yeux, j'entre dans un second cauchemar. Je vois ton énorme tête et tu es prêt à m'attaquer, là. Oui, tu vas voir ma gueule immense s'ouvrir, prête à attraper ce qui dépasse de Écoute, toi. là, je pense que moi, je peux pas répliquer. Ça va être ton jet de bagarre contre ma rapidité à t'esquiver, là, parce que, oui, je disais que je dormais avec mon couteau, mais le premier réflexe, ça va être vraiment de rouler sur moi-même, d'essayer d'esquiver cette charge que tu entreprenais contre moi. Tu as combien en bagarre, belle bête? 10 de henna. Il faut justifier ça par le fait que le grizzly est d'une robustesse immense. Très bien. J'ai un 8 en rapidité souplesse. C'est bon pour un homme de Oui, 50 ans. je me tiens en forme. Donc, mes mâchoires descendent vers toi à 1 des 20 plus 2. Et là là, tu es chanceux, parce que là, je viens de faire un total de 7. 7, c'est la fiction qui te frappe, Grizzly. Oui, exactement. Et que je m'en tire très très bien. Et comment cette fiction-là pourrait venir frapper en ma faveur, alors que c'est toi qui avais les... Est-ce que Clint dormait pas avec son couteau près de lui, vieille habitude Oui, de je la disais que je guerre? l'avais dans les mains quand même pour dormir. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être qu'il y a un coup de couteau salvateur que tu vas porter à mon encontre qui va te permettre de t'éloigner. Et oui, et un coup de couteau, là, tout à fait le non voulu. Hein? Je dormais avec mon couteau, la main contre ma poitrine. Alors quand je me suis mis à rouler sur moi-même, sur le côté, ben effectivement, toi, à vouloir me happer avec ton énorme mâchoire, peut-être que tu es venu soit mettre une patte ou soit fermer ta gueule sur le tranchant de la lame. Je te laisse décider de ta blessure. Oui, et donc ça va être une blessure à la gueule de l'ours. J'avais bien dit que j'allais tenter de prendre une croquée de toi. Et donc, pauvre ours, c'est vraiment pas sa journée niveau de sa gueule. Je te l'avais dit que t'allais en prendre plein la gueule. Oui. Ouïe, ouïe, ouïe! S'exclame l'ours. Donc... Et donc, je vais prendre un état de vitalité. Oui. Maintenant, tous tes jets vont être pénalisés de -1. Tout à fait. Et donc, après ce coup que tu viens de me porter, moi, je prends conscience que la proie à laquelle je m'attaque, c'est se défendre, a des griffes, et secouant la tête de douleur, je recule légèrement, te permettant d'être maintenant sur tes 2 pieds face à moi. Et on me voit un peu le dos courbé. Hein. Je suis sur mes 2 jambes, je me suis redressé et je tiens ce couteau fermement. Et là, allez, sale bête, casse-toi, casse-toi. Et je grogne comme un animal, tentant
avec mes bras, j'élargis mes bras hein, comme pour me donner un peu plus de volume. Mais il s'agit de Clint Eastwood. Le soleil passe à travers moi. Je suis grand, mais je suis quand même très athlétique et assez mince. Mais quand même, j'ai du chien et je ne recule pas. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire avec un ours grizzly, honnêtement, mais j'avance vers toi avec ce couteau que je darde dans le vide. Va-t'en, sale bête! Va-t'en! Et là, j'ai l'adrénaline là, qui va exploser. J'ai les yeux exorbités, injectés de sang. Des yeux qui n'ont rien à envier à ce pauvre Ezra. À se défendre, effectivement. Les veines qui palpitent à ma tempe et à mon cou, qui me sortent des avant-bras alors que je tiens fermement ce couteau qui est maintenant rougi de ton sang, sale bête. Va-t'en! Va-t'en, sale bête! Et là, le grizzly te voyant sur tes deux pattes, debout, hurlant, gesticulant, je vais faire de même. Je vais me mettre sur mes deux pattes arrière. Et là, je te dépasse de facilement 2 pieds. Et là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis fou? Hey, tu vois cette masse immense devant toi, 1500 livres, et qui hurle sa faim, sa rage d'avoir mal, d'être encore attaqué aujourd'hui. Lui qui est supposé être le maître incontesté de ces lieux. Mes dernières injures se perdent, avalées par ton hurlement. Alors que cette fois-ci, là, c'est plus fort que moi, c'est l'instinct. On voit mes 2 jambes reculer et on peut peut-être, pour un œil très avisé et averti, voir un léger tremblement dans celle-ci, alors que ma botte pose un talon dans les derniers vestiges de ce qui fut mon feu. Écoute, Angie, je pense que je prends un joker, là. Je suis devant un grizzly qui me surpasse et en force, et en taille, et en armement. En touchant le reste, hein, les vestiges de ce feu, ben il y a cette odeur hein, qui me monte aux narines, cette odeur de brûlé, et j'en prends conscience. Et là, on voit mon pied comme pivoter, hein, comme brasser les cendres derrière moi, et une flamme se raviver. Et voyant ça, alors que tu cries, hein, que tu te lances dans ta démonstration de force, je me penche et je ramasse une branche qui n'avait pas été entièrement consumée par les flammes, une branche dont la pointe laisse apparaître une flamme. Et là, je me sens un peu plus rassuré, à armes égales. J'ai une espèce de torche de fortune dans les mains que je commence à agiter en criant « Ah, va-t'en, sale bête, va-t'en! Je vais te carboniser! » Et là, j'agite la flamme devant toi. Et là, je pense qu'il pourrait avoir un jet de force mentale. C'est un duel de l'esprit. Ouais, et c'est dommage qu'on puisse pas utiliser un joker pour contrer un joker parce que je ferais pleuvoir. Le grizzly est désemparé, hein. C'est quoi ça? C'est chaud, ça pue. Tout à fait, un jet de force mentale. L'instinct se réveille. Est-ce que le fait d'agiter un feu contre toi, est-ce que ça me donnerait pas un petit bonus? Moi, je pense... Moi, un bonus de 1? Un bonus de 1, parfait. Moi. Ce qui me fait un total de 6. C'est pas méchant, c'est dans la moyenne. Parfait. Écoute, ça va être un D20 plus 2. Pour moi? Oui. Oh! Ah, ben, j'ai pas un gros mental, je suis un gros nounours. OK. Et si je demande au gros nounours de se coucher, est-ce qu'il se couche? Pas spot à loc. Fais le beau. Ça y est, mes flashbacks du cirque reviennent. Je me vois sur mon vélo. C'est parti pour D20 plus 2. On y croit, les amis. Et c'est une réussite à 16. Oh, 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 oh. Et là, Chier, ça. Et là, je perçois, là, d'abord, c'était le doute dans tes yeux, je crois, mais là, il y a peut-être autre chose. Oui, oui. Je verrais peut-être, moi, mon bâton, là, j'approche assez près, j'ai gagné quand même mon duel de force mentale, peut-être un peu galvanisé par mon feu, NJ. Est-ce que mon bâton vient toucher un peu roussir ton poil?
C'est exactement ça que j'allais dire. J'ai des poils qui vont roussir et là, c'est pas normal ce qui se passe. Je suis face à l'inconnu. Déjà, la proie que j'ai devant moi est vraiment curieuse. Mais là, elle m'a blessé. Tu m'as blessé en plus. Mais là, ça, c'est trop. Je suis vraiment incertain. Je vais me retourner puis fuir d'où est-ce que t'es. Te laissant seul dans cette nuit-là, froide, avec ton petit bout de bâton en feu. Tu vas entendre quand même mes grognements, pas très loin, qui s'éloignent légèrement, mais est-ce que je suis définitivement parti? Et ce n'est pas un homme désemparé que tu laisses pour l'instant. Pendant quelques minutes, je vais me la jouer à la Tom Hanks. Hein? Je suis galvanisé. Feu! 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 Et là, je me frappe la poitrine. L'adrénaline qui retombe, hein? J'ai les jambes molles. Mes genoux viennent claquer au sol. Et pendant un temps, je lâche cette branche qui a été mon salut. Cette torche improvisée et je comprends que j'ai frôlé la mort et que je m'en suis tiré in extremis à cause d'un 16. Ah, j'ai eu chaud, mais toi tu as encore eu plus chaud. On va faire un On cut. fait un cut, on fait une ellipse. Je crois qu'NJ, on pourrait se transporter 2 jours plus tard. Alors que une carte en main, la boussole dans l'autre, je poursuis ma destination, c'est de regagner cette mine d'argent abandonnée. Vive Google, on est allé googler notre meilleur ami, des informations, on a trouvé un beau site où je vais pouvoir me réfugier. Mais j'ai rapidement compris que je n'étais pas seul. Depuis les 2 jours qui nous séparent de notre première confrontation, la bête, j'ai compris que tu me traquais. Est-ce que je me trompe? J'ai d'abord essayé, j'ai fui, j'ai essayé de manger autre chose, mais rien n'y fait. La douleur est trop intense de cette dent fêlée-là et j'ai dû me remettre sur ta piste et tu sais que je suis pas loin. Oh oui, il y a même un moment hier où je t'ai aperçu traversant une rivière basse. Je t'ai vu à travers les fourrés, m'observant, peut-être à, je te dirais, 150 mètres. Je sais que je vais devoir batailler. Je sais que j'en ai pour 1 semaine ou 2 avant peut-être qu'on me retrouve. Et je dois me préparer. La chasse que tu voulais, Clint. Oui, sauf que j'ai l'impression que c'est toi qui tiens le fusil. Là. Ça va pas bien. La 3e journée, j'arrive en vue de ce lac qui s'étire en longueur entre les montagnes qui semblent monter la garde de part et d'autre. Accroché au flanc de la pente raide qui descend jusqu'au lac, on voit l'imposante structure de bois grisonnée par le temps et les éléments. La structure semble plus ou moins intacte, mais à la base, la section qui est tout près de l'eau, ça ressemble à un château de cartes qui serait effondré sur lui-même. C'est vers cette structure que je me dirige, bien décidé à t'attendre, sale bête, et à me préparer. Depuis 3 jours, les idées ont tourné dans ma tête. Je me suis remis en mode commando, à réfléchir comment je pouvais t'affronter. Il est impossible pour moi de le faire de front. Alors je vais travailler pour te coincer, pour te tendre un piège. Combien de temps as-tu avant que j'arrive? Très peu. Tu es sur mes talons. Très peu. La journée même? Oui, effectivement. J'entre à l'intérieur de ces baraquements et rapidement je m'aperçois de la fragilité du plancher. Et c'est là que va germer une idée. T'attirer. Je vais jouer la proie et c'est très bien parti et j'ai été casté pour ça. Alors je vais jouer la proie et tenter de t'attirer vers ce plancher, te faire entrer à l'intérieur, te donner ton repas sur un plateau. Je vais fragiliser le plancher et t'obliger à me suivre. Moi marchant sur la bonne planche, elle qui ne cédera pas. Mais toi, avec ton corps massif et ton poids énorme, quoi, t'as plus de 200 kilos, toi, là. Tu fais plus de 200 kilos. Oui. Oh oui.
Donc, je compte. C'est Et même plus. 500, là, c'est du 600 kilos, là. Ok, toi, t'es un monstre de la nature. Je suis un monstre, Ok, oui. très bien. Donc, j'ai peut-être quelques heures devant moi, NJ, pour préparer le piège. Je vais fragiliser le plancher et on va me voir, là, avec mon couteau, premièrement, d'une part, choisir des planches qui ont été cassées et qui se terminent en pointe. Et je vais les affûter davantage avec mon couteau et les positionner à la verticale, en dessous du plancher qui va s'effondrer, afin que tu viennes t'empaler sur les nombreuses planches que je vais ainsi tenter de fixer. Donc, je dois tout faire pour t'attirer. Excellent. Et à peine as-tu terminé que tu entends les grognements du grizzly qui arrive près de cette structure Non, minière. c'est trop tôt! J'installe à la va-vite une dernière planche qu'on voit qui... Aussitôt que j'ai quitté la pièce, on voit la planche tomber. Hein, j'ai pas eu assez de temps pour installer cette dernière, mais on a quand même peut-être là, 5 planches là, qui sont installées, prêtes à te recevoir. Je me précipite plus haut, et peut-être même aller jusque sur le toit, sur ce toit pentu, m'accrocher pour te voir approcher. Qu'est-ce que je vois? Cette bête immense-là qui approche de la structure. À ton approche, on me voit accroché sur le dessus de la structure et pour t'attirer, hein, pour être certain que tu viennes à moi, là, on m'entend crier là, le couteau en l'air, hurler « Je suis le roi de cette forêt, tu m'entends? Je vais avoir ta peau, sale bête! Je suis le roi! » C'est bien un Américain, ça. Il est dans un autre pays, puis il s'auto-proclame le roi. Eh là là. Elle dit, je le fais bien, l'Américain. Hein? Oui. Et aussitôt, on voit Clint sauter, comme s'il avait retrouvé ses 20 ans, sauter un étage plus bas, et on le voit disparaître dans la noirceur de la porte, de l'ouverture. Humain l'air, légèrement dérouté, mais finalement qui sait vers où se diriger. Et je me dirige directement vers la porte que tu as empruntée pour entrer à l'intérieur de la mine. La faim, une terrible faim, me pousse en avant. Et tu le sais en me voyant, aussitôt que je vais t'apercevoir, je vais foncer. Et là, on me voit là, de façon là, un peu paniquée, mais quand même de façon précautionneuse, marcher là, un pied devant l'autre là, sur la bonne planche pour traverser. Et là, j'attends de l'autre côté. Et déterminé, là, avec mon couteau, je viens cisailler la peau de ma paume, de ma main gauche. Et là, je tends ma main et on voit le sang goûter et tout de suite être absorbé par ce vieux bois. « Viens, sale bête! Viens! » Et là, je tape du pied là, sur la section du plancher où je suis. Et on voit la structure déjà là, commencer à trembler et s'agiter là, à la simple pression de mon pied là, qui bat la cadence pour t'attirer. Et je vais entrer. Tes épaules doivent frotter de chaque côté de la porte, hein? Oui, la corde de porte s'arrache en partie même. Et là, j'ai envie d'utiliser mon deuxième Joker pour cet acte 2-là. Allô? T'as pas utilisé les deux? Il me semble que je t'entends, là, Joker par-ci, Joker par-là. Ouais. Non, je l'ai utilisé pour l'hydravion, Ok. puis j'utilise mon second là. La planche sur laquelle que t'es sera peut-être pas aussi solide que tu le penses. T'es un enfoiré! Écoute, alors que toi tu rentres hein, dans la structure, l'effet écho de l'intérieur est tes grognements, seulement ta façon de respirer là, est amplifiée par le lieu clos. Ta présence se fait 100 fois plus impressionnante et la peur me prend au ventre, aux tripes et je recule d'un pas de trop, un pas fatidique qui déclenche un craquement. Et qu'est-ce que tu veux de moi, là, que je m'éclate un étage plus bas? Moi, je nous verrais bien tous les deux nous retrouver un étage plus bas. Ton piège fonctionne pour moi, mais il se retourne sur toi aussi.
C'est ce que mon Joker va permettre. Parenthèse par contre, là, comment est-ce qu'on va déterminer si on se pogne un pied ou pas? Pour déterminer les blessures, moi, ce que je te propose, c'est de mélanger de connaissances. Moi, je nous verrais bien tous les deux blessés. Ouais. Et peut-être un jet de connaissances de ma part, à savoir si j'ai bien réussi ce piège. Ça serait logique. Donc, en connaissance, et je me suis servi de ma spécialité commando, j'ai 8. Ah, les salauds. Et c'est pas rien, en sachant que le maximum pour un être humain dans un domaine de compétences, là, c'est 10, et peut-être 11 pour un héros, mais pour les PNJ, c'est 10. Donc j'ai 8 quand même pour faire ce piège. Et ce serait contre quoi par rapport à toi? Jauger le décor et l'environnement? Probablement. Et là, c'est là que ça se corse, parce que mon ours a 11. Ah, t'es sérieux? Ben oui! T'es un ours. Ah, ça va se corser, certain. Écoute, c'est moi qui vais faire le jet, j'ai pas fait beaucoup de jets. Ouais. Donc, je vais faire un jet D20, et on a un différentiel de 3, donc D20 moins 3, c'est en ma défaveur, et c'est parti. Quand même, 17 moins 3, 14, c'est une réussite partielle, et je pourrais payer la totale. Cette fois-ci, c'est dans ma main pour décider des dégâts. Et je crois que NJ... je vais te faire ce que tu m'as fait au dernier duel. La balle était dans ton camp. Je vais la prendre. Je vais payer le prix pour que tu prennes cher. Qu'est-ce que ça pourrait être, NJ? Perdre ton couteau? Perdre mon couteau? OK. C'était ma seule arme. Christophe. Oui, c'est ça. T'es dans la merde en esti, là. Donc, j'y vais avec la totale pour te faire le maximum de dégâts. Parce que si je t'en fais pas là, NJ, je vais le regretter. Et le prix à payer, c'est mon couteau. Et je vais le perdre. Et là, il est pas loin, là. Je le perds. Alors que je m'éclate un étage plus bas. Que moi aussi, hein, je me prends un état de vitalité. Alors qu'on voit une planche me traverser le mollet. Et ce couteau, hein, sous l'effet de la douleur, ce couteau qui m'échappe des mains. Et glisser et partir dans une fente. Et on l'entend dégringoler à un autre étage et beaucoup plus loin. C'est un Clint paniqué qui se retourne, hein, ventre au sol sur le plancher, un œil plaqué dans une fente du plancher, paniqué, chercher le couteau, et il est beaucoup trop loin. Il a quasiment dévalé la pente pour se retrouver tout près du lac. C'est un œil qui se ferme, et je prends une grande respiration. Le grizzly, lui, s'est également retrouvé un étage plus bas. Un des pieux de fortune que t'as fait s'est enfoncé profondément dans son ventre. Il hurle de douleur. C'est un bruit que peu de gens ont entendu venant d'un ours. Je cherche à forcer à gauche, à droite. Je sais plus trop où je m'en vais dans cette espèce de cage de bois-là. Je comprends pas ce qui arrive. Je suis désemparé, désorienté. Je souffre énormément. Le sang s'écoule abondamment de cette plaie-là. Je suis blessé gravement. Je suis sur le point de mourir. Mais j'ai pas l'intention de partir seul. Non, tu vas chèrement vendre ta peau, n'est-ce pas, Grizzly? Oui, et là, ma proie a perdu ses griffes. Oui, mais je suis un homme. Et l'homme, depuis des milliers d'années, sait manier les outils. Et cette même planche que j'ai affûtée, qui s'est retournée contre moi et qui a traversé mon mollet, je la retire, bien déterminé, le visage grimaçant de douleur, et d'un pas moins assuré, blessé, une jambe tremblante, je me relève péniblement, et je te regarde, toi qui se débats dans ta cage, fait de morceaux de bois en charpie, et j'ai une pensée, et peut-être un moment de compassion pour toi. Je vois en toi le grand prédateur que tu es, le fier ennemi qui cherche à se nourrir simplement, mais c'est entre toi et moi. Et Clint avance, cette fois-ci d'un pas plus précautionneux que jamais. T'attends le plancher avant d'avancer parce que, mine de rien, ta masse l'a fragilisé et je m'apprête à te frapper avec cette planche qui se termine en pointe.
Je crois que ça va être un dernier jet pour savoir comment le combat va tourner entre toi et moi. Donc, moi, bagarre contre toi, arme de contact, Ouais. avec prendre en compte aussi les états de vitalité. Donc, moi, si j'enlève mes pénalités, je me retrouve à 6. Et j'ai 7. C'est moi à l'attaque, c'est moi qui porte le dernier coup. Ouais, je verrais bien ça, là, toi qui t'approches. On voit peut-être l'hésitation, l'espace d'une seconde seulement, dans le regard glacial de Clint. Puis un clignement de paupières, et cette hésitation est disparue pour laisser place à toute sa détermination. Et c'est un 14, tout juste, réussite partielle. Je crois que je vais en finir, c'est ma seule chance. Décidément. C'est ma seule chance. NJ, Ouais. je vais prendre la totale. Mais écoute, je vais être bon joueur, je vais te laisser décider du prix que paye Clint. Ah, j'aurais pas accepté qu'il en soit autrement, étant donné que c'est l'ultime jet de dés. Fais-toi plaisir. Tu t'approches de moi avec ta planche dans la ferme intention de m'achever. Ce que tu fais, la planche que tu tiens entre les mains, s'abat sur moi, me transperce le poitrail. Je pousse un ultime hurlement dans cette cabane de bois-là. Et toi, pensant que c'est bel et bien terminé, tu sous-estimes un court moment mon endurance et je lève une patte dans ta direction et impose ma marque sur toi de façon définitive. Une cicatrice que tu vas avoir au torse. J'ai déchiré tes vêtements, transpercé ta peau et cette marque-là, tu vas l'avoir sur toi jusqu'à la fin de tes jours, te rappelant le vaillant adversaire que t'as eu devant toi. Plus jamais je ne porterai de chemise. Torse nu, je me promènerai pour le restant de mes jours. Fier de t'avoir vaincu. Tarzan. Oh Seigneur. Mais j'ai été béni. 2 réussites partielles contre toi, en payant un prix, oui, mais oui, cette fois-ci, je crois que l'on peut passer à l'acte final, l'acte 3, la résolution. Oui, et là, même si je suis mort, je peux quand même venir mettre mon grain de sel dans cet acte final. C'est le but. Résolution. On y va. L'acte 3. La résolution. Bon, de retour après 20 minutes de pause, comment on pourrait appeler ce genre de pause, NJ, les pauses couche-culotte? Hey, j'en profite pour vous féliciter publiquement, la maman et toi, NJ. Bienvenue à la petite Sarana, Oui. qui est venue au monde. Merci, oui. Donc, cette pause était présentation de Pampers. Ouais. Non, Pendant que toi, tu étais dans le merdier, ben moi, ça me... les nuits sont courtes. Oui. Pendant que tu étais dans le merdier, ben moi, ça me laissait un peu de temps pour savourer ma victoire de ce duel et aussi commencer à réfléchir à cette résolution. Je suis prêt, moi. Parfait, allons-y. On y va avec un jet de dés. Donc, parfait. Oui, poup, poup. Ah ben là, c'est fini les 19 pour moi. J'ai un beau 4. Bon, moi j'ai 14. Bah, hey, qu'est-ce que tu décides? C'est toi qui prends la décision. Est-ce que... Ouais, ben, t'as starté les deux scènes. Ouais, je vais te laisser à la troisième, tant qu'à faire, là. C'est moi le spécialiste. OK, bon. Puis là, je vais profiter de mon 20 minutes de réflexion. Je suis dans un noir complet. J'ai froid. Je sens contre mon dos une surface dure. J'ouvre lentement les yeux. Le plafond défoncé de la vieille mine dévoile peut-être une partie du ciel bleu. Péniblement, ben, je me redresse sur mes coudes et relève mon tronc. Aussitôt, là, une brûlure vive là, vient incendier mon torse. La douleur de ma blessure par griffe s'est réveillée, comme si l'ours m'avait frappé une deuxième fois. J'observe la carcasse du grizzly devant moi, le sang poisseux qui trempe la moitié de son pelage brun. Je n'ai plus aucune envie d'en faire un trophée. Plus maintenant. Je me mords les lèvres, puis je me retourne sur le ventre afin
de me mettre à quatre pattes pour tenter de me redresser. Au milieu de mon geste, j'aperçois un portefeuille à 2 mètres devant moi. Je me traîne jusqu'à lui et je le prends. Il y a une photo qui sort à moitié d'une pochette. Je la prends. C'est Georges. Georges et moi qui se tiennent par les épaules. Mon meilleur ami n'est plus. Sur la photo, accroché à ses hanches, 3 garçons, des adolescents. Georges a rencontré sa femme sur le tard. Il a eu ses enfants dans la quarantaine. C'est à ce moment-là que je me rends compte que je vais devoir expliquer à ces enfants-là comment leur père est mort. Et pour la première fois depuis l'accident d'avion, une larme unique s'échappe de mes yeux gorgés d'eau. J'ai perdu plus qu'un ami. On a peut-être un cote à ce moment-là, puis on me voit sortir des ruines. Une main peut-être en visière pour m'adapter tranquillement à la lumière du jour, alors que j'ai peut-être resté un certain temps inconscient dans le baraquement. À ce moment-là, t'es surpris. Tu entends des petits pleurs, des pleurs animales. Et à ta grande surprise, tu vois 2 petits oursons. Ah, mon écœur! Là, je vois... Hey, la drama queen du duo, c'est moi. Là, tu... Tu vois ces petits oursons-là qui pleurent tout autour de la mine. Ils sont en train de gratter les planches en bois, comme s'ils cherchaient à atteindre leur mère. Maintenant, tu comprends. Hein? Tu te retournes vers la carcasse de l'ours en contrebas que tu as éliminé, puis tu comprends que c'est une mère que tu as tuée, condamnant probablement ces 2 petits-là qui cherchent désespérément en pleurant leur mère. Ils ont faim. Rajoute-en, là. Je faisais déjà un solo NG, puis là, faut que t'en rajoutes. Je me doutais. J'ai dit, quoi, il va-tu me faire un coup comme ça? Là? C'est carrément je ton me style. venge, je t'ai tué mon bonhomme! Seigneur. T'as-tu fini de faire pleurer tout le monde? Là, ouais, c'est assez, hein? J'ai un regard vers les 2 oursons qui tôt ou tard vont finir par trouver l'entrée et retrouver le cadavre de leur mère. Veux pas, ça fait un lien avec la putain de photo que j'ai trouvée dans le portefeuille. T'es un salaud. C'est un soupir et là, écoute, je sors un joker. De un, parce que là, t'es vraiment parti pour me le faire payer. J'ai trop peur de crever au bout de mon sang avec cette blessure-là. Joker, c'est à ce moment-là, alors que j'ai un regard peut-être un peu attendrissant vers les 2 bestioles, qu'on entend au loin un hélicoptère. On va dire que j'ai été chanceux. Peut-être des randonneurs qui ont vu notre avion en difficulté raser de trop près la cime des arbres. Et j'ai un regard vers le ciel et je souris. Mais on terminera pas ça, là. Non. OK. On va... je vais transporter... On en veut plus, il me reste des jokers, moi. Il t'en reste 2? Ah oui? Sous un chaud soleil de l'État de la Floride, je suis là, à boire une limonade dans un verre. On voit les glaçons s'entrechoquer. Je suis seul assis autour d'une table à pique-nique, alors que la fête extérieure bat son plein. Il s'agit de ma cour, de mes invités et de ma femme qui entretient la conversation autour du barbecue, près d'un mât où flotte fièrement le drapeau américain. Je regarde ce décor de gens qui rient, qui mangent, qui boivent, d'un œil absent, l'air visiblement blasé. Il y a une main qui se pose sur mon épaule. Il me fait sursauter. « Chérie, ça va? Tu n'as presque pas parlé à nos amis. » J'ai aucun regard pour elle, pour ma femme. Je me contente de lui tapoter la main. « Ah, ça va, Claire. Je pensais seulement à Georges. » Je hoche la tête. On a un cote. Je suis dans ma chambre. Je prépare mon pactage d'homme de safari. Une fois terminé, je le lance sur mes épaules
Et avant de sortir de la pièce, j'ai un regard sur ce râtelier d'armes qui supporte 5 fusils de chasse. Ils sont tous là. Je repositionne mon chapeau correctement sur ma tête et je ferme la porte. À nouveau un cote. « Vous êtes sûr, Monsieur Wooden? » Le pilote de l'hydravion, dans la quarantaine cette fois-ci, hein, les genoux de 25, je ne peux rien savoir. La jeunesse. Allez faire votre expérience sur quelqu'un d'autre, la jeunesse. L'homme est dans la quarantaine, il crie pour se faire entendre malgré le bruit du moteur du Cessna. Il est sur son hydravion, hein, prêt à fermer la porte. Moi, je ne dis rien. Je lui fais simplement un oui de la tête alors que je suis sur le bord d'une plage rocailleuse dans une forêt qu'on reconnaît, celle du Yukon. « Parfait, M. Wooden! On se retrouve d'ici 4 mois! Bonne chance! » Mon pactage sur l'épaule et dans l'autre, peut-être un long bâton. J'observe l'avion s'éloigner sur l'eau. On a peut-être une dernière image à mon cou, une lanière noire qui se termine sur un appareil photo professionnel. En fait, je suis NJ, le très réputé photographe. Non, c'est des farces. Je suis pas un personnage. Non, moi je suis pas comme ça. Je te ferai pas ça, là. Non, mais on pourrait terminer avec cette image de cet appareil photo. Et non, écoute, on va pas terminer comme ça. On voit ton appareil photo, mais soudainement, on entend un bruit de moteur qui étouffe. J'utilise mon joker. On voit l'homme de 40 ans dans l'hydravion qui semble visiblement avoir un problème majeur. Et on voit cet hydravion-là commencer à perdre d'altitude en direction des arbres. Va te faire foutre, j'ai gagné le duel, je veux m'en sortir vivant. Enfoiré. Et j'utilise mon second joker. Parce que, alors qu'on te voit cheminer comme ça au travers des bois rapidement, hein, en direction de l'avion. De ben oui, de l'avion qui est tombé. Tu t'en vas voir si le pilote a survécu. Tu entends le rugissement d'un ours à quelques centaines de mètres de toi tout au plus, sur ta gauche, et un second derrière toi. Et on appelle ça le karma. Les petits sont rendus grands maintenant. Ah ben écoute, là je pense que tu le mérites. On va te faire foutre. Ma victoire, NJ. Ma victoire, NJ. Mais on ferme la caméra ici. Ouais. Mais il n'est pas dû que Clint Wooden ne s'en sortira pas vivant. Parce qu'on prépare un autre duel contre des dinosaures. Ah ben merde. Ça s'est retourné contre moi. Là, t'as été vraiment... Là, moi, je trouve que t'as vraiment été salopard à la fin. Me ramener des petits, que finalement, c'était une femelle. Le faire planter mon avion, puis des ramener. Je te trouve rough. Un peu. J'avoue que j'avais une victoire. Finalement, là, moi, j'ai fêté ma victoire pendant 20 minutes, pendant que t'avais les 2 mains dans le boui-boui, à changer une couche. ma victoire commence à avoir un goût de merde, moi aussi. Ouais, c'est ça m'a fait penser à quel shit je pourrais t'envoyer. Oh boy. Fait que finalement, t'as réfléchi, toi aussi, en changeant la petite. La merde, c'est inspiré. La merde entraîne la merde. Belle philosophie, NJ, merci. Oui. Merci pour ce duel. Ben, merci à toi. Et c'était pas notre dernier. Ben non, c'est pas notre dernier. Ben non. On avait Jimmy là qui voulait... qui nous introduit au début, qui voulait qu'on fasse de quoi flic contre criminel. On l'a pas écouté cette fois-ci, mais on a d'autres. On a de bonnes idées dans des décors assez rocambolesques. On n'en dit pas plus, hein? On se donne le droit de changer d'idée, ou s'il y a des nouvelles idées qui arrivent, qui germent, mais on veut pas trop planifier à l'avance. On s'avertit 2-3 jours à l'avance, puis pouf, on se lance. Si vous aimez ce que font les imagitateurs, hein, on vous invite à nous envoyer du pouce, à venir vous abonner aussi sur la chaîne. Un gros merci à
À Pilule Rouge, notre ami Christophe, toujours un plaisir de collaborer avec. NJ, tu sens pas l'appel? Y a pas quelque chose qui sent derrière? Pas quelque chose à faire? J'essaye de me la mettre... Tu l'as mauvaise, hein? Oui. Parce que là, on est enregistré, là. Je dois sourire, mais mon écœurant. On a des parties qui sont pas enregistrées, NJ, où je suis maître de jeu. Ouais. Je t'attends dans le détour. À une prochaine, tout le monde. Bye. Eh, salut, c'est Jimmy. Je tenais à m'excuser pour le début de la vidéo. C'est de la faute des amégitateurs, ils me mettent dans tous mes états. Je leur ai demandé un duel entre flics et criminels, mais ils refusent, tu comprends? Moi, je suis habitué, comme obéisse au doigt et à l'œil, sinon tes doigts et tes yeux, ils prennent cher. Je crois que je vais devoir me montrer un peu plus persuasif, et j'hésite entre le classique batte de baseball et la scie ronde. J'aime le son que produisent les deux, le son mat de la batte et le sifflement de la scie qui rencontre les os. Ah, je suis déchiré, mais crois-moi, les imagitateurs le seront davantage déchirés s'ils ne m'obéissent pas. Capiche?